L'histoire et la postérité ne sont pas nécessairement justes avec les génies, écrit Fernand Leroyer, fin connaisseur de l'histoire de la commune de Almenèche. Eh bien, je dois vous dire, chers auditeurs et amis de la Normandie, que pour le personnage de cet épisode, ce constat se vérifie. Louis-Guillaume Perrault, cela vous cause, il est fort à parier que non. Pourtant, ce Normand est un génie, père de nombreuses inventions mécaniques qui, allez savoir pourquoi, a comme été gommé de la liste des grands noms du progrès humain, au point même qu'aucune photographie n'existe de lui. Alors, il me paraît essentiel de rendre hommage à cet illustre personnage de notre histoire nationale en vous faisant découvrir sa destinée exceptionnelle. Vous avez l'habitude, installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs ou augmentez le son. Top départ de ce nouvel épisode d'Histoire de Normand, Louis-Guillaume Perrault, Normand devenu le Vinci français. Louis-Guillaume Perrault est né le 19 février 1816 dans la charmante commune ornaise de Almenèche. Il est le fils de Henriette Henkel, la mère, et de Louis Marin Perrault, son père, qui a exercé le métier de maître tourneur pour concevoir et fabriquer en somme des pièces industrielles en métal. Notre personnage a vécu toute son enfance dans le département et a notamment suivi son instruction élémentaire à Almenèche même, au sein de l'école communale. À l'issue de ce premier cycle franchi sans embûches et après une certaine aisance observée par le corps professoral, Louis-Guillaume a pour la première fois quitté son village natal pour entrer au petit séminaire de C, soit à 12 kilomètres de là. Et oui, à l'époque, c'était une aventure tout de même de s'aventurer hors du village pour aller quelques kilomètres plus loin. Bien des choses différentes par rapport à aujourd'hui. Pour votre connaissance, le petit séminaire fut fondé en 1819 afin d'accueillir les enfants et les adolescents du diocèse désireux de discerner la réalité d'un appel au ministère sacerdotal, puisque ce lieu est voué à la Vierge Marie, mais surtout, le plus important pour notre Normand, de poursuivre ses études secondaires. Durant son instruction, le petit Perrault s'est passionné très tôt pour la mécanique et la création. Il n'y avait pas une journée sans que notre Normand ne fasse part d'idées de toutes sortes et ne consacre ses heures libres à bricoler, à manier la matière, faire travailler ses ménages en somme pour parvenir à de nouvelles créations. Et au fil des années, sa personnalité s'étant affirmée, ce qui n'était qu'au départ qu'un simple passe-temps est, au bout du compte, presque devenu une raison de vivre, tant la soif de Perrault de créer l'animait. Il était fréquent, lui qui entre-temps est retourné à Almenèche, dans son village natal à la fin de ses études, de le retrouver dans l'obscurité de l'atelier de son père, à inventer toutes sortes d'objets dont il faut le dire, cher auditeur, ont impressionné d'illustres notables du pays. Et quand je dis pays, je parle bien entendu du territoire autour de Almenèche. L'un d'entre eux fut particulièrement époustouflé par l'esprit créatif et la complexité technologique des inventions de notre jeune Normand, en la personne de monsieur Jean His. Il est à ce moment-là l'une des plus importantes personnalités locales, il faut bien l'avouer. Il s'agit ni plus ni moins que du député d'Argentan, qui fut également maire de cette commune, conseiller général ayant même siégé dans l'opposition libérale du roi Charles X au Parlement. Oui, nous sommes encore au début du XIXe siècle. C'est véritablement lui qui a permis à Louis-Guillaume d'entrevoir une carrière en tant qu'inventeur, ou dirions-nous aujourd'hui d'ingénieur. Il faut dire que son soutien va vous paraître logique puisque notre personnage, du haut de ses 16 années seulement, a inventé une canne-fusil. Une canne-fusil. Rien de plus clair. Une canne qui sert de fusil. Voilà. Un moyen très subtil, très discret de pouvoir se défendre tout en étant raffiné. Restons-en à ces mots-là. Cette arme fut non brevetée, il faut le dire, certes, mais les subtilités techniques, les observations du jeune Normand, du jeune Perrault, ont profité à l'amélioration du fonctionnement des fusils de guerre. Et à 16 ans, quand vous êtes dans l'Orne, dans la campagne
ornaise, à Almenèche, et que vous parvenez, avec vos méninges et vos mains, à inventer un tel procédé, forcément que cela attire l'attention des plus puissants. Et c'est ce qui est arrivé pour Louis-Guillaume Perrault avec cette invention, parmi tant d'autres dans son atelier paternel, est parvenu à s'attirer les bonnes grâces, les protections bienvenues de plusieurs notables du pays, dont celle de Jean Hys. Et ce dernier l'a pris sous son aile, a appuyé sa candidature pour qu'il puisse intégrer l'école des arts et métiers de Chalon-sur-Marne. Oula, fini les 12 km de C, désormais il va falloir sortir du département, de la province même de la Normandie pour se rendre dans une autre province. Et donc, c'est en 1836, à peine âgé de 20 ans, que notre Normand fut admis à l'école des arts et métiers de Chalon-sur-Marne comme élève pensionnaire aux frais de l'État, s'il vous plaît. Quand ce dernier, l'État, bénéficiait encore d'un budget lui permettant d'assumer sa position de puissance mondiale, pas comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, je m'arrête là, mais bref, aux frais de l'État, à moindre coût. Imaginez la chance, lorsque vous êtes le fils d'un ouvrier, de voir la France soutenir financièrement vos études. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement, en reconnaissance de son apport à la nation, grâce à sa première invention notoire, la canne fusil. C'est une formidable opportunité pour notre Normand qui, on l'imagine, s'est retrouvé tout feu tout flamme dans ce nouveau département, en posant bagage dans l'institution, sourire aux lèvres, de pouvoir peut-être un jour devenir un grand inventeur de génie utile à la France. Sa chance, il a voulu la saisir, à n'en point douter, mais c'est la destinée qui est venue mettre quelques embûches à son parcours, puisque l'instruction, le parcours estudiantin n'a pas été des plus réussis. Malheureusement pour notre Normand, il faut bien le dire, pas par ses capacités intellectuelles, pas son manque d'assiduité, du moins volontaire. Non, la maladie, les problèmes de santé sont venus mettre à mal son objectif. Il a fallu pour lui faire preuve de résilience, il a fallu serrer les dents pour rester dans le peloton en termes de notes, mais au bout du compte, examen après examen, les notes n'ont pas été au rendez-vous. Et les examens ont été obtenus, mais franchement pas avec succès. Voilà, il faut le dire. Et donc, animé d'une fougue tout de même, lorsque nous sommes jeunes, quand on vous a soutenu si jeune, on a envie de persister, on a envie d'entrer dans la vie en réussissant, et il a décidé tout simplement de s'installer à Paris, dans la capitale, en tant qu'ingénieur mécanicien pour fabriquer des instruments de précision, l'amorce à 24 ans d'une série d'inventions qui feront avancer la société vers le progrès. Un titre intitulé Sanctum de White Bat Audio de la Synthwave pour poursuivre ce podcast en musique. Et en effet, cher auditeur, dès ce moment, Louis-Guillaume Perrault s'est révélé comme un géotrouve-tout pour certains, un Vinci français pour d'autres, tant les idées foisonnaient en lui. Sa curiosité intellectuelle et sa fertilité d'esprit marquèrent indéniablement son siècle et se vérifièrent dans les domaines les plus divers de l'époque, la physique, les mathématiques, l'énergie, l'armement, la mécanique, bref, tous les pans de la société sont marqués du sceau Louis-Guillaume Perrault, ou presque, n'exagérerons rien, et même j'ai envie de dire, du sceau normand, aux deux léopards, allez, un petit peu de chauvinisme s'il vous plaît. Bref, Fernand Le Royer, almenéchois, qui a consacré une partie de sa vie à raconter l'histoire de sa commune et de notre personnage à travers son livre Perrault, l'inventeur de la moto, et qui illustre très bien le génie de notre Normand. Je cite: « C'était un être tout à fait exceptionnel, à qui l'on doit d'importantes inventions révolutionnaires, et pourtant, peu d'ornés ont entendu parler de Louis-Guillaume Perrault.
Mais alors, vous pourriez très bien vous poser la question, me poser la question, cher auditeur, de me dire, Gauthier, tu nous parles de Louis-Guillaume Perrault comme la sommité qu'il a été, de la notoriété qu'il a eue, de ce qu'il a représenté à l'époque, mais quelles sont véritablement ces inventions, ces créations dont tu nous parles? Eh bien, je ne laisse pas le suspense durer plus longtemps et je vous présente la liste de ses principales inventions. Il faut simplement, avant cela, chers auditeurs, avoir en tête un chiffre. 22 inventions. 22 inventions, c'est le nombre de ses créations entre 1840, date de la première invention en tant qu'adulte, je parle, donc la canne-fusil n'intègre pas cette liste, jusqu'à 1885, eh bien la date de son décès, et ces 22 inventions majeures ont été pour la plupart déposées à l'Institut national de la propriété industrielle, dit aujourd'hui l'INPI. Alors, 1840, la première invention est l'une des plus connues de notre Normand, un bateau sous-marin à air comprimé portant une roue à hélice, dont le prototype fut testé dans la Seine. 1841, le premier système à fermeture à coulisse ou à vanne. 1842, un éolipile à vapeur. 1843, vous voyez que nous sommes à une invention par année. Remarquez la productivité de notre Normand. Une machine à diviser la ligne droite et la ligne circulaire. 1846, 3 ans sans nous proposer de nouvelles inventions. Une machine à diviser universelle. La même année, il fallait bien rattraper le retard. Un soufflet vapeur. 1848, un sphéromètre à pied. 1850, un cathétomètre. 1851, une machine dynamométrique. 1854, un instrument pour essayer les fils. 1856, une soupape à valve en caoutchouc. 1856, de nouveau la même année, un système de pompe. 1862, une horloge sablière. Et enfin, posons l'encre enfin dans cette liste avec des noms d'objets techniques qui sont quelque peu éloignés de notre quotidien aujourd'hui, avec une autre invention majeure, principale de notre Normand, le canon d'artillerie multicharge à longue portée, dit le canon Perrault. Eh oui, nous avons connu, ou du moins il s'est fait connaître au plus grand nombre, avec son invention de la canne à fusil, qui a permis de repenser l'organisation intérieure d'un fusil, son fonctionnement, et qui a été retenu par l'armée. Eh bien, Louis-Guillaume Perrault a persisté dans ses recherches pour permettre d'augmenter, notamment avec ce canon Perrault, la distance de tir d'un fusil. Et tout ceci est d'ailleurs évoqué dans le livre annuel de Louis Figuier, intitulé L'année scientifique et industrielle ou exposé annuel des travaux, qui en somme est un inventaire des productions scientifiques de l'année écoulée, que, je cite, le modèle du canon Perrault et son système de charge progressive furent présentés en 1860 au ministre de la Guerre, renvoyés au comité d'artillerie dont l'attention sut se reporter dans l'avenir. Il y a 2 preuves de l'utilité de notre Normand dans la société à travers cette phrase. Premièrement, c'est que les plus grandes têtes politiques du pays étaient au courant des travaux qualitatifs de notre Normand, au point même de le recevoir pour qu'il puisse présenter ses inventions. Et deuxièmement, notamment avec la fin de la phrase, je répète, dont l'attention sut se reporter dans l'avenir, eh bien le fait que l'armée a reçu du gouvernement l'obligation de s'inspirer des œuvres de notre Normand pour améliorer la technologie militaire. 1867, l'expérimentateur frosodynamique de fil. La même année encore, une machine micrométrique automatique. Toujours en 1867, un système de tente militaire. 1868, un pulsographe ou kinésigraphe pour mesurer la force du pouls. Là aussi, une invention perceptible dans notre quotidien actuel, aussi bien dans la santé pour mesurer le pouls que pour les sportifs. Lorsque vous portez une montre connectée qui mesure votre pouls, il y a du Normand, il y a du Perrault dedans. Lorsque vous êtes dans la salle de musculation ou la salle de sport, sur le vélo électrique ou sur les tapis de course, vous avez des zones grises où vous pouvez poser vos mains pour surveiller votre pouls. C'est Normand, c'est français. 1876, le cadenas de sûreté, oui, le fameux cadenas, c'est Normand, c'est français, vous le saurez désormais.
1880, le blanchiment des laines. 1885, la vapeur sèche à basse pression appliquée au tricycle et au vélocipède. Vous saisissez sans doute l'étendue des inventions de notre Normand, la manière dont il est parvenu à illuminer la société de son génie à cette époque-là pour créer des objets, des procédés, des outils pour le progrès humain. Mais il n'en reste pas moins, cher auditeur, que l'invention majeure qui a définitivement assis la notoriété de notre Normand en France, en Europe et dans le monde entier est bel et bien la motocyclette Perrault, la première au monde. C'est le 26 décembre 1868 que notre Normand a déposé le brevet numéro 83 691 concernant, je cite, un vélocipède à grande vitesse. Au début, il s'agissait simplement, et le mot est bien petit quand on connaît l'immensité de l'invention, d'optimiser le rendement d'un vélo entraîné par le mouvement du corps, par les pédales ou par l'impulsion donnée sur la selle, en utilisant un système à volant d'inertie qui pouvait récupérer l'énergie dans une descente ou lors d'un ralentissement pour la restituer à loisir à un moment choisi afin de minimiser l'effort à fournir. Nous sommes au 19e siècle, pourtant nous sommes déjà en train d'inventer des procédés permettant de se propulser sans même effectuer un seul geste, ou presque. Ce brevet a été complété par 3 certificats d'addition et le dernier en date du 26 avril 1873. L'idée a fait son chemin pour qu'au final, à force d'additionner des pièces, il y ait une machine finie. Et cette machine finie, elle s'illustre notamment par l'intégration sur cette dernière, d'un moteur à vapeur. Et c'est ainsi, cher auditeur, que la première moto au monde est née. Alors comment cela a-t-il pu fonctionner à l'époque ? La vapeur sèche produite à l'aide de 2 tubes enroulés en hélice autour d'une chaudière faisait tourner un volant par l'intermédiaire d'un piston. La force était transmise à la roue arrière par 2 poulies et 2 courroies en cuir. Le réservoir était dans le cadre et le brûleur pouvait fonctionner au pétrole, à l'huile et, ouvrez bien vos oreilles, à l'esprit de vin, c'est-à-dire tout simplement, chers auditeurs, à l'alcool. Dite d'une manière plus raffinée, plus élégante, plus recherchée, telle que nous pouvions le dire à l'époque, bien loin de ce que nous pouvons entendre aujourd'hui. Bref, avec ces nombreuses modifications, le produit fut donc fini. Et je peux vous citer, et je tiens notamment à le faire, à vous présenter 2 modifications majeures, avec notamment les modifications sur le groupe chaudière-moteur, avec un système qui, je cite, en reprenant les mots de l'ingénieur, pourra acquérir une vitesse considérable et rivaliser de vitesse avec le meilleur cheval. Le but étant vraiment d'impulser, d'impacter la vitesse avec ce nouveau procédé. La dernière autre modification notable et pas des moindres, c'est d'avoir l'idée d'un placement particulier des foyers afin de profiter de la lumière des flammes pour avoir un éclairage de nuit. Et oui, plus que l'ingénierie mécanique strictement réduite à l'utilité de faire rouler l'objet, de faire rouler le moyen de locomotion, il a fallu également penser, réfléchir à la présentation même de cette motocyclette. Ce fut un succès pour notre Normand, nous pouvons le dire. Et je vous ai dit que ce fut l'invention même de la première moto au monde, la motocyclette. Je tiens à revenir là-dessus pour vous expliquer clairement les choses, ce qu'il en est. Elle est véritablement la première moto au monde reconnue, c'est important, reconnue. Puisqu'en effet, à cette époque-là, dans le monde connu, il y a eu d'autres tentatives, d'autres humains ont eu suffisamment d'intelligence pour se dire « Tiens, je vais essayer de faire en sorte qu'un vélo puisse être propulsé par une force, une énergie quelconque. » Et c'est ce qui s'est passé avec notamment un Américain nommé Roper qui aurait construit en 1868 ou en 1869 un 2 roues à vapeur. Mais on ne sait que très peu de choses sur cette invention d'outre-Atlantique, à part le fait que la date ne peut être officiellement prouvée et que cet engin aurait davantage été construit comme étant une attraction que comme un véritable moyen de locomotion. Et les prétendants, au titre de premier inventeur de la moto, étaient à l'époque nombreux, comme bien des inventions, quelconque invention. Il y avait toujours plusieurs inventeurs. Tout le monde voulait s'approprier la primeur de l'idée. Bref, mais pour Perrault, ce fut bel et bien le cas. Il a pu réunir toutes les ressources matérielles déjà, mais également administratives, pour faire observer que ce fut lui tout simplement le véritable inventeur. Et ce fut reconnu comme tel.
Jouissant d'une notoriété bien assise en France grâce à ses premières créations, eh bien cette innovation automobile lui a tout bonnement donné pignon sur rue, comme il est coutume de dire, notamment lors des expositions universelles de Vienne en Autriche en 1873, à Philadelphie aux États-Unis en 1876 et enfin à Paris. Alors là, ce fut le sacre pour notre Normand en 1878. Et quand je vous dis qu'il a inspiré le monde, du moins le monde de la mécanique, de l'ingénierie, c'est que d'autres savants, d'autres ingénieurs, inventeurs se sont inspirés de ses créations pour l'améliorer. Nous étions dans une époque au niveau européen où le monde intellectuel était en ébullition et cela s'est observé dans toutes les catégories de la société, y compris la mécanique, puisque les ingénieurs allemands Wilhelm Maybach et Gottlieb Daimler, des pères de la marque Mercedes, entre autres, rendez-vous compte, chers auditeurs, se sont inspirés de la machine de Perrault afin de réaliser les premiers deux roues propulsés par un moteur à explosion. C'est dire, chers auditeurs. Anamorphique, un titre de White Bat Audio à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Un talent reconnu par ses pairs du monde entier, une notoriété en fait rougir plus d'un, mais paradoxalement, aucune photo officielle de lui, aucun portrait authentique de cet inventeur qui, sans femme ni enfant également déclaré, a toujours privilégié la création plutôt que les réjouissances de la gloire et la fondation d'une famille. Les quelques dessins et peintures pouvant exister sont probablement fausses, il faut le dire, renforçant le mystère autour de sa personnalité. Mais vous pourriez alors vous poser la question suivante. Quid de la photo qui illustre cet épisode ? Eh bien, elle est issue du livre intitulé Perrault, la première moto de l'histoire de Guy Rolland, paru aux éditions de Lornal en 2015, dont il est écrit sur le site de l'éditeur, je cite, « En dépit de plus de 2 décennies de recherche, aucun portrait de Perrault n'a pu être identifié clairement à ce jour. Ce portrait au crayon n'est donc qu'une œuvre d'artiste ayant eu pour modèle l'autoportrait de Louis-Guillaume Perrault placé dans sa peinture illustrant son ouvrage intitulé « Loi de l'univers ». C'est dire, chers auditeurs, du tempérament de notre Normand, préférant l'ambiance obscure de son atelier, les odeurs de graisse, d'huile, les bruits de métaux fracassés pour bâtir des motocyclettes, des moteurs, plutôt que l'ambiance feutrée des plus prestigieux palais parisiens. Jusqu'à sa mort, Louis-Guillaume Perrault a consacré sa vie à l'invention et n'a cessé de présenter à la société des innovations bouleversant le quotidien des millions de personnes. Telle une quête aux allures de sacerdoce, son quotidien a été rythmé par la fabrication de créations si utiles pour la société et son œuvre tant reconnue que de nombreux hommages lui ont été rendus par des artistes de son siècle, signes des grands hommes. D'abord, il fut élevé chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur en 1877, mais c'est surtout Jules Verne, lui-même, dont ce roman Robur le Conquérant fait d'un certain Monsieur Perrault l'inventeur d'une machine de mesure micrométrique. Et je me permets cette parenthèse pour ceux qui ont écouté le premier épisode portant sur la vie d'Henri Delaveau, lui qui a été exalté, enthousiasmé par les écrits d'aventure de Jules Verne. Peut-être, nous pourrions dire peut-être, qu'Henri Delaveau a pu lire ce Monsieur Perrault dans Robur le Conquérant. Notre Normand d'ailleurs a prêté son nom à des rues dans les villes et les villages de France tels que Sorgues, Manosque et bien entendu Almenèche, sa commune natale qui lui rend hommage régulièrement. Citons 1996 où une messe fut prononcée à son intention dans l'église communale, le 10 mai 98 lors du 130e anniversaire du brevet initial de 1868 où une plaque commémorative a été inaugurée et enfin, de manière plus récente cette fois-ci, l'inauguration
publication en 2016 de la reproduction de ce vélocipède inventé par Louis-Guillaume Perrault à moteur. Et ce qui est d'autant plus remarquable avec cette inauguration de cette reproduction grandeur nature de la motocyclette Perrault, c'est que c'est la ferveur populaire qui s'est exprimée. Ce n'est pas une entreprise qui fut à l'initiative de cette commande, encore moins une force publique, bien qu'elle ait pu accompagner, naturellement, tout comme le monde privé, économique privé, mais ce sont les citoyens eux-mêmes, menés par un certain monsieur Kevin Labbé, restaurateur d'Almenèche, qui a réuni les fonds nécessaires, grâce aux nombreux donateurs, pour reproduire cette sculpture que vous pouvez observer dans le centre-bourg du village d'Almenèche. On ne se rend pas compte, chers auditeurs, de l'héritage laissé par Louis-Guillaume Perrault à la société, ni de la popularité internationale de notre Normand qui, par son travail, ses qualités intellectuelles, sa productivité inébranlable, inarrêtable, parfois, vous l'avez entendu tout à l'heure, une invention par an, parfois 3 même, a inspiré le monde entier en matière de mécanique. Et avec lui, c'est toute la Normandie et la France qui ont fait parler d'elle. Il porte très bien son surnom de Vinci français, il faut bien le dire. Je terminerai cet épisode par une dernière citation de Fernand Le Royer. Je cite: « Louis-Guillaume Perrault a œuvré dans plein de domaines, très divers, très éclectiques. Son canon d'artillerie dit canon Perrault à plusieurs balles, ou son bateau qui pouvait réaliser un demi-tour pour retrouver sa position de départ. Il mériterait une place plus importante dans l'histoire de France. Désormais, chers auditeurs, vous saurez. » Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à Louis-Guillaume Perrault. On se rend compte, encore une fois, à travers sa destinée exceptionnelle, à quel point la Normandie a offert au monde d'illustres personnages qui ont amélioré les conditions de vie du genre humain. Et c'est extraordinaire, je prends beaucoup de plaisir à préparer ces épisodes, et bien de se rendre compte, de l'apprendre au fur et à mesure. Et j'espère sincèrement parvenir à vous communiquer cet enthousiasme, ce bonheur d'apprendre et de transmettre. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Merci de suivre Histoire de Normand, de vos commentaires, de votre soutien, cela me fait particulièrement plaisir et je dois dire que les prochains épisodes vont être très intéressants. Alors restez connectés, prenez soin de vous, à très vite.